Bonjour, aujourd'hui nous recevons Isabelle Perrin. Bonjour. Voilà, soyez la bienvenue madame. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 5 ans. Et donc nous vous recevons dans le cadre du lancement cette semaine, la semaine dernière, de l'association Alerte Montpellier. Tout à fait, association dont je suis la présidente. Donc vous avez 52 ans, 2 enfants, vous êtes notaire, vous n'avez pas de passé dans la politique. Aucun. Donc vous avez, pendant deux hivers, vous avez été bénévole à l'association Saint-Vincent-de-Paul. Tout à fait. Et sinon, vous avez été responsable, en dehors de votre métier qui vous prend beaucoup, responsable de la communication de la Chambre des notaires. Et du Conseil régional des notaires aussi. Voilà, vous êtes originaire de la Drôme, Oui. vous êtes passionné par le hand, la danse et la mer. Excusez-moi. Donc avant de passer aux questions, je vais vous parler de la une du prochain numéro de la Glorieuse. Donc le numéro 1053, une pétition réclame un audit interne condamnant les fausses cartes chez les Verts. On titre « Les Verts seraient-ils dans le vert ?» Non, les Verts seraient-ils dans la pomme? Ou seraient-ils dans le rouge? C'était une plaisanterie, hein. Les Verts seraient-ils dans la pomme? On revient sur Bram et Carole Delga. Il nous l'a fait entre Sheila et Foule Sentimentale. Ensuite, Castelnau-le-Lez, Pas au niveau, Le Passage. Et Grabels, Mélenchon acclamé, De la fausse sifflée et Revol, point d'interrogation. Voilà, donc, Madame Isabelle Perrin, pourquoi une association Alerte Montpellier? Alors pourquoi le nom? Pourquoi l'association? Ou les deux? Les deux. Alors pourquoi cette association? Comme je le dis souvent, je faisais partie de cette majorité silencieuse qui râle beaucoup et qui ne s'engage jamais. Et au final, râler sans s'engager, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'on ne se donne pas la possibilité de faire changer les choses. Vous êtes une râleuse? Je ne suis pas une râleuse, mais quand les choses ne me plaisent pas, j'ai l'habitude de le dire et de le faire savoir. Et je suis aussi une femme d'action, donc j'ai l'habitude en général de prendre en main les choses quand elles ne vont pas. Là, je ne le faisais pas pour ma commune. On va dire que la situation de Montpellier est arrivée à un état tel de dégradation qu'il devenait nécessaire que certaines personnes de la vie civile, dont je fais partie, de la société civile dont je fais partie, s'engagent pour essayer de faire changer tout ce qui ne va pas à Montpellier. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Un exemple de dégradation en centre-ville. Vous habitez en centre-ville, vous travaillez en centre-ville. Alors, les exemples de dégradation sont nombreux. On va dire la problématique de ramassage des ordures ménagères, la propreté, ou plutôt la saleté de nos rues, les problèmes de sécurité. On ne se sent plus en sécurité à Montpellier. Et la semaine dernière, il me semble que c'était jeudi, en lisant le Midi Libre, je m'en suis encore fait la réflexion, puisqu'il y avait une pleine page d'agressions. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 agressions qui étaient relatées dans le Midi Libre, diverses et variées. Bon, vous avez commencé à tracter là, ce week-end dans le centre-ville, à rencontrer les Montpelliérains. Donc Delafosse a été élu avec 15% des inscrits. Est-ce que vous avez l'impression qu'il se fâche avec son électorat? Alors, il y a, je pense, une minorité des Montpelliérains qui est en accord avec ce qu'il fait, puisqu'on a quand même, comme vous dites, 15% des inscrits qui ont voté pour lui. Est-ce que 15% de ces inscrits est satisfait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'entends et ce que j'ai entendu en tractant samedi, c'est qu'il y a une majorité de la population qui est mécontente. Parce que 15%, c'est pas beaucoup. Mais est-ce que vous avez vu des gens qui ont dit « j'ai voté pour lui, ça va pas, il fait n'importe quoi » Non, parce qu'on a les gens qui sont venus à notre rencontre et qui sont venus nous parler samedi, c'était des gens qui avaient des problèmes personnels et qui nous expliquaient leurs problèmes, que ce soit des commerçants. Essentiellement des commerçants? Un restaurateur, des particuliers aussi, des particuliers qui nous ont dit que ça ne pouvait plus durer comme cela, qu'ils avaient peur.
qui venaient de moins en moins dans le centre-ville pour les problèmes d'accessibilité, pour les problèmes de sécurité, qu'ils ne reconnaissaient plus leur ville. Parce que l'année dernière, quand même, on a eu un sondage très orienté où 85%, on a appris que 85% des Montpelliérains apprécient leur cadre de vie. 82% des sondés trouvent important de faire des travaux en ville. Et 54% des habitants, en moyenne, trouvent que la ville serait plus agréable à vivre sans saleté. Alors, je reprendrai vos mots. Un sondage certainement très orienté, parce que c'est pas ce que j'ai entendu samedi, et c'est pas non plus ce que j'entends régulièrement dans le cadre de mon métier, puisque je reçois quand même beaucoup de personnes à l'étude, d'univers socio-professionnels très variés, et il y a quand même une unanimité où globalement les gens sont mécontents. Il y a une unanimité? Ah oui, moi je n'ai jamais entendu quelqu'un là ces derniers temps me dire que ça allait bien. Et qu'il y avait pas de Jamais, soucis. jamais. Non, en toute honnêteté, jamais. D'accord. Alors la promesse numéro 1 du maire, c'est dire la ville est apaisée. Est-ce que la ville est apaisée? Alors, je ne pense pas que la ville soit apaisée aujourd'hui, ne serait-ce que parce que on a peur pour nos enfants, les personnes âgées ont peur quand elles sortent de chez elles, se font agresser, hein, ça arrive régulièrement. On a peur nous-mêmes selon les heures auxquelles on est en ville, donc non, la ville n'est pas apaisée et elle n'est pas plus apaisée en matière de circulation. Il n'y a qu'à voir les kilomètres de bouchons qu'on a. Il n'y a qu'à voir les problématiques des 4 boulevards. Je sais qu'ils ont prévu de faire une manifestation devant, me semble-t-il, l'hôtel de région, là, dans pas longtemps. Et ils ont prévu aussi un événement samedi. On a beaucoup de Montpelliérains qui se retrouvent dans une situation qui est quand même globalement très anxiogène. Vous allez faire quoi concrètement? Parce que je suppose que vous êtes pragmatique. Quand on lance un programme Alerte Montpellier comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on commence par écouter les Montpelliérains, on va aller à la rencontre des Montpelliérains dans les quartiers, selon les catégories professionnelles, pour bien faire un état des lieux, voilà, de La ce semaine qui se prochaine, passe vous faites quoi? et des besoins. La semaine prochaine, du moins cette semaine déjà, on a une réunion de bureau. La semaine prochaine, on va commencer à mettre en place nos commissions de travail. Vous faites relâche la semaine prochaine? Non, on ne fait pas relâche. On met en place nos commissions de travail. On n'est pas là pour faire le relâche, loin de là. On a quand même 2 ans pour construire un projet et pour construire ce projet avec les Montpelliérains et pour que ce soit un projet qui corresponde aux besoins de tous. Et la politique, c'est un métier. Est-ce que ça doit être un métier ou est-ce que ça doit être... Parce qu'à Montpellier, c'est pas un métier, c'est une profession, les hommes politiques. Est-ce qu'il faudrait que ça change, ce genre de choses? Qu'il y ait une espèce de respiration démocratique, où les gens, voilà, ils ne soient pas dans les postes toute leur vie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire un constat, qui est un constat qui est national, hein, qui n'est pas que local. C'est que effectivement, la politique est devenue un métier. Et parce qu'elle est devenue un métier, les hommes politiques ont oublié qu'ils travaillaient pour le besoin collectif et pour le compte des citoyens. Voilà. Donc le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'ils sont là pour faire carrière. Et aujourd'hui, que ce soit les Montpelliérains ou que ce soit les Français, hein, les citoyens de manière globale, n'y croient plus. D'ailleurs, pour ça que Alerte Montpellier est une association qui est créée à partir de personnes issues de la société civile, même si certains de nos membres sont des membres qui ont été par ailleurs et dans le passé engagés. C'est pas un peu anxiogène, Alerte Montpellier? Ben, Alerte Montpellier, je pense que ça correspond à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire il se passe des choses qui ne vont pas dans notre ville, il faut prendre la parole, il faut les dénoncer, il faut alerter la population là-dessus. Alerte, ça fait un peu comme s'il y avait le feu et qu'il fallait que les pompiers arrivent, quoi. Je pense qu'on Non? peut dire qu'on n'est pas loin d'avoir le feu aujourd'hui. Il y a le feu? Oui, je pense on peut le dire comme ça. Il y a le feu à plusieurs niveaux et on voit bien que les choses avancent avec beaucoup de dogmatisme et d'écologie punitive. Mais est-ce que vraiment ce sont les bonnes solutions qui sont proposées? Chez Alerte Montpellier, on n'en est pas du tout sûr. On en est même certain. Vous allez faire des propositions justement sur l'écologie?
On va même mettre l'écologie au centre de nos réflexions, parce qu'à l'ère à laquelle on vit aujourd'hui, on ne peut plus penser la ville sans faire de l'écologie. Mais faire de l'écologie, ça ne veut pas dire être punitif. Faire de l'écologie, ça ne veut pas dire non plus planter 8 tonnes à grands frais, place de la Comédie. Parce qu'il y a un truc qui est devenu insupportable, c'est circuler en voiture dans Montpellier. Je ne sais pas si Je vous 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 rendez l'accorde, compte. je vous Donc, l'accorde. l'urgence, c'est quand même de réouvrir le tunnel sous la Comédie pour pouvoir traverser cette ville. Alors l'urgence, c'est de repenser effectivement le plan de circulation de notre ville. On va y travailler, on n'y travaillera pas seul, parce que ça c'est vraiment un métier, la circulation. Et il est bien évident qu'il va falloir revoir la manière de circuler dans cette ville, parce que c'est pas admissible. C'est pas admissible de passer autant de temps dans sa voiture, c'est pas admissible de faire autant de kilomètres pour aller d'un point A à un point B. Et honnêtement, je ne pense pas même que ce qui a été prévu en matière d'écologie a du sens. Parce que quand on passe beaucoup de temps dans notre voiture, on dégage beaucoup de gaz et donc on pollue. Et quand on fait 5 km pour aller à un endroit, quand avant on pouvait en faire que 2, on pollue aussi plus, à mon sens. Ça me semble être évident comme déduction. Oui, donc, alors, selon vous, quel est le problème numéro un? Donc, alors, il y a la ville apaisée, la sécurité, la circulation, la propreté, le marché de la paillade, l'impossibilité de se garer, enfin, les coûts exorbitants pour se garer, par exemple pour les étudiants autour des facultés. Pour Quel le est aujourd'hui personnel soignant, pour tout voilà, le monde, hein, parce pour que tout le même monde, pour tout le monde. les résidents, maintenant, première voiture 350 euros, du moins première voiture 150 euros, deuxième voiture 350 euros. On ne veut plus, dans cette ville, aujourd'hui, en fin de compte, ce n'est que du punitif. Voilà. Donc pour moi, l'urgence, c'est de supprimer le punitif. Voilà, l'urgence première, c'est de supprimer le punitif, de rétablir l'ordre, parce qu'il faut rétablir l'ordre dans cette ville. Et effectivement, de créer une ville dans laquelle on va se sentir bien, avec des espaces verts qui sont présents, qui sont correctement construits, et qu'on puisse se déplacer comme on le souhaite. C'est normal qu'aujourd'hui, il y ait certaines personnes qui souhaitent se déplacer en vélo. Il ne faut pas oublier que d'autres souhaitent prendre leur véhicule, pour des raisons diverses, qui leur appartiennent. Quel est le problème numéro un? Si demain, voilà, il fallait s'attaquer à un problème, vous êtes une association qui a étudié les dossiers. Pour moi, il y a trois. C'est difficile de vous dire quel est le problème numéro un. Je pense qu'il y a 3 problèmes urgents. C'est ceux dont on parlait, c'est-à-dire sécurité, propreté, circulation. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui prime sur l'autre. D'accord. Alors, bon, il y a un autre sujet, là. Il y a le stade de foot. Bon, c'est pas une gabegie d'en construire un troisième. On a déjà 2 stades. Les gens, ils jouent tous les 15 jours. Pendant 3 mois, ils jouent pas. Vous avez lu Manu Reynaud? Ah non, 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 mais bon, voilà, voilà, l'écologie, c'est quand même important. On peut partager aujourd'hui les équipements, des équipements, surtout que le stade, par exemple, de rugby, il appartient à la mairie. Pourquoi il ne le partagerait pas avec le foot? Alors parce que je ne suis pas assez connaisseuse du mode de fonctionnement des clubs pour vous dire pourquoi le stade de rugby et le stade de foot ne seraient pas partagés entre le club de rugby et le club de foot. Cela dit, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a un stade à Lannemezan qui a été construit en 1972, qui est devenu complètement obsolète, et on peut le comprendre eu égard à sa date de conception, qu'on a quand même un club qui s'est toujours maintenu à un très bon niveau national, un club qui est soutenu par une famille française et montpelliéraine, ce qui est de plus en plus quand même rare dans notre pays. Donc ce club-là, il mérite d'être soutenu et il mérite qu'on lui trouve une solution pour construire un nouveau stade. Et pour moi, selon moi et selon Alerte Montpellier, le sport est important parce que c'est un des rares moments où les gens se retrouvent, où il y a une solidarité. On a perdu ça, l'envie de se retrouver, l'envie de faire des choses ensemble, l'envie d'être solidaire. Donc le sport pour une ville est important. Le sport à haut niveau participe à l'image d'une ville, et grâce aux sportifs aussi, on peut donner de l'espoir à toute une population. Ok.
Comment, je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus, mais comment trouvez-vous que Delafosse dépense et fait les arbitrages d'argent public, par exemple 45 millions d'euros sur la place de la Comédie, 35 millions d'euros avec les transports en commun gratuits à partir du 21 décembre. voilà, des millions Ouais. d'euros à droite et à gauche, et faire 3 bacs pour planter des ormes du Japon, je crois, c'est ça, sur la place de la Comédie. Enfin bon, voilà. Il y a beaucoup d'argent public dépensé. Est-ce Alors, que vous avez un regard quand on là-dessus? parle des travaux place de la Comédie, moi, je ne suis pas arrivée à trouver le coût réel, parce que déjà, il n'est pas affiché. Normalement, quand il y a des travaux, souvent, on nous annonce que les travaux, 45 millions, c'est voilà, 45 les millions. travaux font tant, qui sont financés de telle et telle manière. La place de la Comédie, on n'a pas C'est d'affichage. 45 Ouais. millions. Donc, 45 millions d'euros. C'est l'ensemble de la Comédie. Imaginons tout ce qu'on pourrait faire en matière d'écologie avec 45 millions. Et nous, à Montpellier, ces 45 millions-là sont uniquement utilisés, d'accord, pour planter 8 ormes, dont beaucoup d'experts s'accordent à dire qu'ils ne survivront pas dans des bacs. Donc, j'ai juste besoin de dire ça. Est-ce que l'argent public est correctement employé quand on fait des travaux de ce type-là? Est-ce que planter 8 ormes, place de la Comédie, c'est avoir une vraie politique en matière d'écologie et en matière d'environnement? Franchement, on peut se poser la question. Les transports gratuits, Madame Fraîche nous indique que ça va coûter 35 millions d'euros. La Cour des comptes a indiqué que ça coûterait à peu près 42 millions d'euros. Voilà. J'ai fait quelques recherches, il semblerait que la ville de Grenoble ait fait une étude, donc c'est intéressant parce qu'elle a à peu près la même population que nous, d'accord? Et au terme de cette étude, elle aurait estimé que le coût des transports gratuits s'élèverait à 61 millions d'euros, en sachant qu'elle n'a que 40 km de voies de tram, alors que nous, on en a déjà, je crois, 60 sans la ligne 5. D'accord? Donc ça veut dire que la gratuité des transports à partir du 21 décembre, ça va être un gouffre financier qui sera au bas mot 42 millions d'euros, parce que je pense que la Cour des comptes est quand même beaucoup plus proche de la réalité que ce que dit Madame Fraîche. Selon Madame Fraîche, c'est une redistribution de l'impôt et c'est une augmentation du pouvoir d'achat des Montpelliérains. Moi, je vous répondrai que c'est forcément une augmentation de l'augmentation et que je ne vois pas comment on va pouvoir se priver de 35 millions d'euros. Et que du coup, si c'est une augmentation de l'impôt, c'est une baisse du pouvoir d'achat. Et au-delà de ça, je dirais aussi que je ne sais pas comment ils vont faire pour maintenir une qualité de service public avec les transports gratuits, puisqu'ils auront moins d'argent. Et les transports gratuits risquent à terme de voir se dégrader le service public du transport, peut-être des travaux que l'on devrait faire d'extension dans l'avenir que l'on ne pourra pas faire, des travaux d'entretien des rames que l'on ne pourra pas faire, et peut-être bien d'autres choses aujourd'hui que l'on ne peut pas imaginer. Donc, dans l'attelage, Joseph Francis Tinès, je ne me souviens plus de son prénom. Philippe Tinès. Vous penchez de quel côté? Je ne penche pas. Ne me faites pas une réponse de Normande. Hein. Je ne vous ferai pas une réponse de Normand. Je suis partie dans cette aventure et j'ai décidé de prendre la présidente de cette association parce qu'elle serait pragmatique et les gens qui ont co-construit cette idée avec moi ont les mêmes envies. Donc peu importe les origines politiques, l'essentiel c'est qu'on ait les mêmes avis et que chacun, avec sa culture politique, la vie privée qu'il a eue et la vie professionnelle qu'il a eue, puisse apporter sa pierre à l'édifice. Donc vous êtes notaire, vous êtes soutenu par Joseph Francis, peut dire qu'il est millionnaire. Et Joseph Francis est quelqu'un, effectivement, qui s'est fait tout seul, et qui a réussi. Qui a vendu son entreprise, qui a gagné beaucoup d'argent. Est-ce que c'est pas risqué? Est-ce que c'est scandaleux aujourd'hui en France de s'en être sorti tout seul? Ah non, j'ai pas dit que c'était scandaleux. Je suis désolée, mais pour moi, M. Francis est un bel exemple parce que c'est l'exemple, c'est la personne qui veut dire que tout est possible dans notre pays. Voilà, tout est possible dans notre pays. Je ne dis pas le contraire, je vous dis simplement, est-ce qu'il n'est pas risqué d'incarner
une liste de l'argent dans une métropole où Jean-Luc Mélenchon a fait son meilleur score au présidentiel. Alors, est-ce que dans les membres du bureau, nous avons que des Joseph Francis? Vous étiez à la conférence de presse. Ne me posez Vous pas une étiez question. à la conférence de presse. Vous savez très bien qui on a dans notre bureau. On a M. Tinès, Philippe de son prénom, qui a été quand même dans l'équipe d'Hélène Mandroux à l'époque. On a Annie Brévert, qui a fait partie de la dernière campagne de Philippe Sorel. Donc, on n'a pas que des gens qui ont fait fortune. C'est quoi un bon score pour une liste de droite au municipal à Montpellier? C'est compliqué. Je vous dirais, c'est compliqué. Mais on n'est pas une liste de droite, encore une fois. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude d'Alex Larue après son résultat au municipal? Joker. Droit de réserve et joker. Pourquoi? Non, il n'y a pas de droit parce de que réserve ici. je ne souhaite pas m'exprimer sur cette question-là. Bon. Au niveau des événements que vous allez réaliser, là, est-ce que vous avez des choses originales à nous partager? Alors, la prochaine action qu'on va faire est une action que l'on va faire avec les soignants, puisqu'il y a une double difficulté pour les soignants. C'est les citoyens montpelliérains qui ont de plus en plus de mal, excusez-moi, à accéder aux soins à domicile pour des problématiques de circulation. Les soignants qui disent eux-mêmes qu'ils n'arrivent plus à se déplacer parce que soit ils n'arrivent pas à l'heure chez les patients, soit comme vous le disiez tout à l'heure, ils prennent régulièrement des PV. Et après, les cabinets médicaux qui sont en centre-ville, qui ont de moins en moins de clients, toujours par rapport aux mêmes problèmes de circulation, ou des clients qui arrivent extrêmement en retard ou qui ne viennent plus. Si je comprends bien, vous n'avez rien à voir avec l'UDI. On n'a rien à voir avec l'UDI. Vous, à titre personnel. Non, alors moi, j'ai strictement rien à voir avec l'UDI. Monsieur Francis, sauf erreur de ma part, n'est plus encarté à l'UDI et n'est plus président de l'UDI. D'accord. Alors, lors des dernières municipales, il y avait 12 listes. Il y en avait 5. Donc celle de Sorel, de Delafosse, d'Altrade, de Vignal et de Larue racontaient à peu près la même chose. Est-ce que votre démarche est un peu de la même veine? Notre démarche, elle sera forcément différente parce qu'on va traiter absolument tous les problèmes. On va s'attaquer à tout ce qui fait vraiment mal dans cette ville et ça se rapproche de ce que souhaitent les Montpelliérains parce qu'encore une fois, notre objectif, c'est de vraiment mettre en place un programme qui va être construit et qui sera issu de nos échanges avec les Montpelliérains et qui aura pour objet de réparer notre ville, parce que notre ville a réellement besoin d'être réparée, et l'objet aussi de construire la ville pour demain. Une ville dans laquelle on placera l'environnement au centre de nos réflexions et où on rétablira l'ordre et la sécurité, y compris les services publics, de la propreté, du ramassage des ordures ménagères, et certainement celui des transports, parce que je ne sais pas dans 3 ans ce que ça donnera avec le service public des transports. D'accord. Est-ce qu'Alex Larue pourrait vous rejoindre sur votre liste? Il faut lui poser la question. Il serait le bienvenu? On se posera la question quand il nous posera la question. D'accord. Est-ce que vous comptez rencontrer Hélène Mandroux pour échanger avec elle sur son expérience de femme? Je connais Hélène déjà. Et je pense que si elle a envie de me rencontrer, elle a mon numéro de téléphone. Et pourquoi pas, effectivement, échanger avec elle si elle le souhaite. Très bien, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Merci.